Salut tout le monde, c'est Sam Red Shoes et vous regardez la vidéo des résultats de WWE WrestleMania 32 qui a eu lieu hier soir. Je vais commencer tout de suite par vous dire que je suis extrêmement fatigué parce que donc faut savoir que si vous vouliez mater tout le show, fallait attaquer à 11 heures du soir et pas se coucher avant 5 voire 6 heures je crois, parce qu'il me semble que c'était genre le pré-show a duré 2 heures et le show en lui a duré 5 heures. Donc ouais, c'est 6 heures du matin. Alors du coup, j'ai pas pu regarder le show en entier, j'ai dû rater, je crois que mon téléphone, mon ordi a commencé à bugger à partir de la Battle Royale. Donc je me suis couché vers 4h30. Je me suis levé à peu près 3 heures après pour aller bosser. J'ai viens de me farcir une journée de 8 heures de travail. Je viens juste de rentrer et de terminer de regarder WrestleMania. Je suis vraiment claqué. Et donc vous étonnez pas si je dis des conneries un peu plus que d'habitude. Donc ce sera tout à fait normal. Quoi d'autre Vous avez certainement dû le remarquer, j'ai pris l'habitude de prendre des screenshots du pay-per-view quand je fais des vidéos de résultats. Il y en aura pas beaucoup, j'en ai pris genre une ou deux, mais c'est histoire de dire, donc vous en verrez pas, je pense, pendant cette vidéo là, parce que faut savoir qu'en général je fais ça et je prends des notes en même temps. Alors ça me permet aussi d'avoir plus de contenu à vous donner, mais d'un autre côté, je perds un petit peu de ma concentration sur le match et des fois j'ai un petit peu de mal à me rentrer dans certains matchs. C'est peut-être pour ça que si il y a certaines personnes qui apprécient plus les matchs que moi, parce qu'elles ont plus enfin, elles peuvent vraiment se rentrer dedans. Ce que moi voilà, je prends des notes. Là encore une fois, bah là j'ai deux feuilles de notes remplies, donc de ce que pour pas oublier ce que j'ai l'intention de vous dire. Donc voilà. Mais là, je vais juste me contenter de vous lire mes notes et ça s'arrêtera là. Je crois que j'en ai assez dit. Je vais attaquer par le kick-off, hein, bien sûr. Donc j'ai commencé par ça, comme tout le monde, avec alors Renee Young, Booker T et Lita dans la table du kick-off. Donc c'est qui est bien, ça change un peu. On avait Tom Phillips qui nous disait qu'il allait avoir Paul Heyman pour le truc, la question Twitter. Je vais pas revenir dessus. Jojo qui a interviewé Kevin Owens. Après, ils ont fait le pari de tous les matchs comme ils font habituellement. Et Lita nous dit qu'elle a une annonce importante à faire plus tard dans la soirée. Donc c'est à garder pour après. Puis après on a les questions Twitter avec Paul Heyman. J'en ai déjà parlé, je vais pas en reparler. Byron Saxton, Mauro Ranallo et Jerry Lawler aux commentaires. Alors ça m'a surpris, puis après je me suis rappelé que c'était le kick-off et donc du coup on voulait laisser la place à tout le monde. Et on a commencé avec le match des États-Unis, donc entre Kalisto et Ryback. Euh, alors, euh, bon, là, j'ai noté des petits détails, mais je vais pas vous les dire, genre les feux d'artifice qui se déclenchent pas au bon moment, enfin, genre de conneries là. Euh, alors, comme d'habitude, on a eu 3 minutes de match et puis paf, une pub. Et en plus, là, c'était pour un match plus tard dans la soirée. Ce que je trouve dommage. Ryback, par rapport à ce match-là, Ryback avec un adversaire plus petit et d'un plus petit calibre, ça lui permet en fait de vraiment tout faire avec sa force et de vraiment démontrer ce qu'il est capable de faire et ce qu'il aurait plus de difficultés à faire avec un adversaire plus lourd. Donc du coup le fait d'avoir Kalisto qui doit peser 70 kilos, c'est comme si tu soulevais un paquet de 500 grammes de pâtes, tu vois. Ça rendait la chose un peu plus impressionnante. Alors c'est un truc auquel j'avais pas pensé quand on avait fait les prédictions, mais là ça valait un peu le coup. Euh, Qu'est-ce que j'ai mis? Ah oui, un autre moment sympa. On avait une superplex qui était censée être faite de Ryback sur Callisto. Et puis à un moment donné, quand ils l'ont fait, ils sont restés. Ryback est resté debout sur la deuxième corde avec Callisto à la verticale. Ils sont restés une quinzaine de secondes comme ça avant de tomber en arrière. Et c'était super impressionnant. Et puis, alors, je suis obligé de prendre mes notes. Hein, je suis désolé si à chaque fois je reviens à ça, mais. Je suis très fatigué, je vais avoir du mal à me remémorer de moi-même ce qui s'était passé. Le problème avec Ryback, en fait, c'est à cause de son gimmick en fait de brutalisateur, de tyran, ça ralentit un peu le match parce qu'à chaque fois qu'il fait une grosse prise, il frime et tout. Alors, mais ça ralentit un peu le match, ce qui est un petit peu dommage. Et puis d'un seul coup,
Soledad del Sol de Callisto, et victoire 1-2-3. Alors, juste, c'est. Non, enfin voilà. On a le match, il a duré 9 minutes. Alors attendez, bougez pas, je vais me refoutre sur la page wiki parce que la page Wikipédia, ils ont mis tous les. Ils ont mis le timecode de tout le. Voilà, 9 minutes de match, ce qui est beaucoup trop peu. Euh, Sachant que sur les 9 minutes, il y en a à peu près 8 qui ont été dominés par Ryback, mais dominés, vraiment dominés. On était pas loin du squash match. Et puis, paf, une victoire. Alors, et en plus, Ryback n'a même pas bronché, ce qui veut dire que ça collait pas vraiment au personnage. Et alors, du coup, le fait que Callisto soit toujours champion, ça me fait me poser des questions parce que je pensais que Callisto allait. Déjà que Ryback, ça me semblait extrêmement logique qu'il gagne pour donner un petit peu de goût à son nouveau personnage et qu'il ait quelque chose pour jouer avec. Et de toute façon, Callisto normalement devrait reprendre son équipe des Lucha Dragons avec Sin Cara. Alors, à moins d'entamer une rivalité entre les deux gars pour le titre US, je vois pas où ça pourrait mener. Et mais en fait, on aurait presque. Enfin, je veux dire, c'était assez hors de propos. Parce que Ryback n'a pas bronché. La victoire de Callisto, je vais pas dire qu'elle était méritée, mais parce qu'il a pas fait grand chose. Il s'est fait déglinguer et c'est tout. Et voilà, donc je sais pas trop quel futur ils sont prévus pour le titre US. Euh, j'aurais aimé un petit peu plus de Callisto. Je pensais, même si c'est en début de show, je pensais que le fait que Ryback devienne le nouveau champion US, ça aurait été une bonne idée. Mais ça n'a pas été le cas. Et j'ai mis 2,5 sur 5 à ce match-là parce que trop court, parce que mal exploité. On aurait voilà, 9 minutes, même si c'est un titre mineur, c'est quand même WrestleMania. Je pense que 3-4 minutes de plus aurait pu être intéressant, l'histoire de chauffer un petit peu avant que Callisto voit son Soledad del Sol et que ça termine le match. Et donc j'étais vraiment pas mal déçu par ce premier match. On a enchaîné avec le match Total Divas versus Team Bad Blonde. Euh, le seul truc que j'ai pris en photo, bah en fait, c'est ce plan-là, parce qu'elles sont magnifiques et que c'est tout. Voilà, mais encore une fois, c'est la seule chose que ces divas ont pour elles. Euh, donc toutes les divas de la team Total Divas sont entrées avec le thème du show, enfin le thème de Total Divas. Lana qui donc est arrivée en tenue de ring, hein, donc qui lui allait d'ailleurs super bien. Et là, pareil, pub au bout de 2 minutes de match, bien sûr, normal. Euh, Quand on revient au show, Eva Marie qui est rentrée sur le ring, alors elle fait un peu fermer sa gueule à tout le monde parce qu'elle se fait huer de partout aussi, mais en même temps c'est un peu logique parce qu'elle est très mauvaise sur le ring. Et là, elle a envoyé un ciseau de tête très propre, suivi de 2 souplexes. Et puis elle a fait une espèce de grosse claque sur le bras de Natalia pour la faire rentrer, hein, pour faire un tag. Et donc elle est sortie du ring. Lana, quant à elle, nous a sorti 2-3 kicks très souples, mais pas très bien exécutés. Bon, après, c'était un petit peu caché par son acting qui était quand même pas mal. Mais le souci, c'est que ce match était lent et, euh, et donc voilà, c'est ce que je trouve un petit peu dommage. Euh, Puis donc voilà, vers la fin du match, donc en fait, il y a tout le monde qui est rentré un à un sur le ring pour sortir sa petite prise de finition. Et à la fin, ça a terminé avec Brie Bella qui a sorti un Yes Lock je sais plus, sur Emma, je crois. D'ailleurs, elle part. Mais Brie, mais à chaque fois qu'elle fait des matchs, elle sort de nouveaux enchaînements techniques qui sont de plus en plus propres. Et là, le fait d'arriver dans ce Yes Lock de la manière dont elle l'a fait, c'était assez intéressant. Donc victoire de la team Total Divas, donc ça c'est assez logique on va dire parce que c'était le côté show et puis voilà. Bon, j'ai déjà expliqué que je trouvais dommage que la team Bella, enfin que Brie Bella ait entamé cette rivalité avec Lana si c'est pour finir dans un gros match à 10 divas comme ça. Je vais pas revenir dessus. En ce qui concerne le match, par contre, c'était un match qui était trop lent, ça a pas décollé. Il y avait alors des petites botches, hein, pas grand chose de gravissime, mais voilà, ça c'est un petit peu taché le match. Mais voilà, ça aurait quand même dû être plus animé. Et d'ailleurs, au final, maintenant, parce que maintenant qu'on a vu que le match s'est terminé comme ça et qu'elles ont toutes célébré ensemble, et même Nikki Bella qui s'est pointée pour célébrer avec une Minerve, mais Eva Marie a célébré avec Natalia et tout, donc en fait, elle voulait faire la rebelle, donc
Elle a fait genre c'est moi la meilleure et puis en fait rien du tout. Donc cette espèce de violent tag à Natalia, ça a servi strictement à rien. Donc et en plus elle s'est fait huer à mort en fait pour le reste du match. C'était assez rigolo à voir. J'ai mis 2 sur 5 parce que voilà. Il y a ce match n'avait déjà pas grand intérêt. Il n'en a pas eu. Enfin, il n'avait pas un grand intérêt à être là. Il n'avait pas grand intérêt à être regardé. Et et il y a encore du travail à faire. Et je trouve que cette rivalité encore une fois entre Alain et Brie Bella aurait dû être mieux exploitée. Mais bon, après, je peux comprendre aussi qu'on veut mettre toutes les divas. Mais je vois pas pourquoi démarrer cette feud juste avant WrestleMania du coup. Bref, j'en ai terminé avec ça. Juste après ça, Lita qui arrive sur le ring, donc dans un autre segment. Et elle nous annonce qu'en fait, le titre des divas ce soir, il va être retiré et remplacé tout simplement par ce titre-là, qui est le WWE Women's Championship, donc ce qui est une super chose, parce qu'en fait, je vais faire ma vidéo sur les divas, je vais essayer de le faire dès que j'ai un petit peu de temps, mais c'est bien de sortir de cette image de diva, parce qu'en fait, le titre des divas est arrivé en même temps que les grandes catcheuses, genre Trish Stratus, Lita par exemple, ou même Lina, elles sont parties à ce moment-là. Et en fait, la division Diva, et ce titre-là, a perdu énormément d'estime aux yeux du public. Et, euh, et du coup, le côté championne des femmes, ce qui revient un petit peu à l'ancien Women's Championship, qui était à ce moment-là beaucoup plus prestigieux et avait beaucoup plus de gueule, et enfin en tout cas les catcheuses qui le détenaient étaient vraiment des athlètes doués sur le ring, donc je trouve que c'est une excellente nouvelle. Et alors bien sûr c'est qu'un détail, hein, parce que c'est qu'une ceinture et puis ça changera rien à la division Diva ou à la façon dont les matchs vont se faire et dont les prétendantes numéro 1 vont arriver. Ce sera toujours la même chose, hein, c'est juste la ceinture physique qui change, c'est toujours la division Diva. Quoique ça peut être la division Women's, enfin la division des femmes, j'en sais rien. Mais en tout cas, je trouve ça cool que ça s'appelle plus le Divas Championship, mais le Women's Championship. Après ça, on a eu les Dudley Boys contre les Usos. Un match qui a duré 5 minutes. Et 90% de domination pour les Dudley, et puis une victoire des Usos grâce à un super kick. Et c'est extrêmement dommage, parce que pour une fois que j'étais client de ce que les Usos pouvaient proposer, même s'ils étaient loin d'être les favoris du public à ce match-là, c'était vraiment le moment là. Tout était réuni pour qu'ils nous fassent quelque chose de bien. Et voilà, le match a duré 5 minutes. Les Usos n'ont pas été soutenus, ils n'ont pas eu cet impact là, ils ont fait 2-3 prises, mais les classiques, quoi, le Samoan Drop, des 3 super hits par-ci par-là. J'ai mis la note de 2 sur 20 parce que c'est tout, il n'y a pas besoin d'en mettre plus, c'était vraiment pas top. Encore une fois, les Dudley Boys qui dominent tout le match pour finalement perdre avec un super kick, c'est dommage, c'est une rivalité qui se termine de manière pourrave, parce qu'elle avait plutôt bien commencé, même si Putain, je suis en train de réaliser que je joue avec les jouets du chien au moment où je vous parle, bref. C'est extrêmement dommage selon moi, donc voilà. Je vais pas m'éterniser plus dessus, j'ai mis 2 sur 5 et je le maintiens. Je vais pouvoir changer de page. Alors du coup le show a démarré. Donc au début on devait avoir si j'ai bien compris, la Battle Royale qui devait être dans le pré-show. Je pense qu'ils ont dû courir un peu après le temps, ils l'ont mis plus tard, enfin je sais pas, bref. Et on a commencé avec le match intercontinental. Juste avant ça, donc avant que le match démarre, on a présenté tous les commentateurs. Donc je m'attendais à voir les commentateurs français aux abords du ring. Il n'en était rien, puisque il s'agissait des Espagnols qui étaient là à chaque fois, et puisqu'aussi c'était les Allemands qui étaient là. Mais il y avait un peu plus loin 5 tables de commentateurs avec les Brésiliens, les Français, les Japonais, les Italiens et les Ruskov. Donc voilà, en ce qui concerne les commentateurs américains, on avait Michael Cole, on avait JBL et on avait Byron Saxton. Byron Saxton à la place de Jerry Lawler, enfin bref. Comment on pourrait dire, Byron Saxton est au commentateur ce que l'OM est à la Ligue 1 en ce moment, pour ceux qui suivent le foot. Et il est mauvais, quand il a la parole, il sait pas quoi faire, et en plus il se fait bâcher de tous les côtés par JBL, ce qui est rigolo. Voilà, mais donc j'étais très dégoûté de pas avoir Jerry Lawler
en commentaire pour tout le reste de WrestleMania, et ça restait comme ça jusqu'à la fin du show. Donc le match intercontinental donc entre Kevin Owens, Sami Zayn, Dolph Ziggler, Stardust, le Miz, qui c'est que j'oublie, enfin les deux autres, Zack Ryder et puis merde, Sin Cara, voilà. L'entrée de Kevin Owens et l'entrée de Sami Zayn était juste magnifique. Stardust avait pour une fois, il avait fait sur sa combinaison, il avait des poids des poids jaunes, ce qui était une référence à Dusty Rhodes, hein, son père qui est mort il y a quelques mois et qui en plus a une statue maintenant à son effigie. Bref, en ce qui concerne le match, c'était un super match. Il y avait du rythme, on a eu des mouvements de ouf, on a eu un bon partage de temps de ring. Sami Zayn a fait une excellente performance. Mais là où je suis surpris, c'est la victoire de Zack Ryder. Alors, ce qui était assez intéressant sur ce match-là, c'est qu'il partait pas favori en fait, ne serait-ce qu'au niveau des paris quoi. C'était vraiment une victoire inattendue de tout le monde, et en plus au niveau du public, il était moyennement soutenu. Mais il s'est fait des copains pendant le match en montrant ce dont il était capable, et sa victoire était très émouvante en fait. Il y a même son père qui est venu l'enlacer, et donc voilà, je vous invite à revoir le match parce qu'il y avait 2-3 moments assez sympas. Sin Cara n'a pas botché, ce qui est assez rare pour être mentionné. Des mouvements assez voilà, mais c'est quand même Kevin Owens et Sami Zayn qui ont eu leurs plus gros moments, qui ont fait les trucs les plus intéressants sur ce match-là. Donc je vous invite, si vous pouvez le revoir, essayez de vous débrouiller pour le faire parce que ça valait vraiment le coup. J'ai pas plus noté de choses que ça, mais si je les ai pas notés, c'est que j'étais vraiment pris dans le truc. Mais voilà, bon alors, Zack Ryder, vous en pensez ce que vous voulez. Moi hier, je dois avouer que j'étais un petit peu emmerdé. Parce que je trouvais justement que soit Zayn soit Owens auraient dû le mériter par rapport à leur qualité de match. Ils ont tous très bien catché, hein, mais c'est vrai que Sami Zayn et Kevin Owens étaient un peu plus présents. Mais maintenant, une fois que à froid, je dois dire que c'est pas plus mal. On verra. J'ai hâte de voir demain matin en regardant Raw ce que Zack Ryder aura à dire pour sa défense. J'aimerais bien savoir ce qu'il a prévu de faire. On va certainement avoir un rematch à Payback. Va falloir que Zack Ryder nous sorte du lourd et qu'il se fasse des copains, parce que là, c'est comme s'il partait sur une piste rouge et qu'il n'avait pas le choix, il fallait qu'il descende en bas. Donc pour moi, il y a une chance sur deux qu'il se casse la gueule. Putain, et tu fais chier Sharon, c'est ma lapine, elle arrête pas de faire un bordel pas possible. Je suis curieux, et donc je verrai, je ferai peut-être ma vidéo, je pense, ouais, voilà, c'est aussi pour ça que j'ai pas pris beaucoup de photos. C'est pour me faire un montage moins long et pour pouvoir faire la vidéo ce soir. Donc là on est lundi, il est 8h15 du soir. Je devrais la monter dans la soirée et la poser sur YouTube dans la foulée. Et je referai ma vidéo pour Raw demain ou après-demain. Zack Ryder qui gagne, oui, donc voilà, et j'ai mis 4 sur 5 à ce match-là. Ensuite, AJ Styles, contre Chris Jericho. Alors, le match était long, il était dur à démarrer. On a eu quelques botches, ce que je trouve assez rare. Connaissant un petit peu la qualité de ring de Jericho et de Styles. Mais en fait, le match s'est nettement amélioré au fur et à mesure du temps. C'est allé crescendo. Alors du coup j'étais un petit peu sur la défensive au début du match, et puis en fait ça s'est nettement amélioré avec la suite, donc c'était plutôt cool. Par rapport au match d'avant, par contre c'était pas le meilleur à WrestleMania. J'ai mis 3,5 sur 5. Bon, c'était du bon catch. Une chose qui m'a énormément plu, c'est que Chris Jericho gagne sur son Styles Clash. Une prise qui a été apparemment bannie de la part de Vince McMahon, donc je trouve que c'est une très bonne chose parce que c'est un finisher qui a de la gueule. Mais on a tout eu de tout, hein, des Lion Salt, un public extrêmement présent, partagé en deux, ce qui est assez rare pour un match de mid-card comme ça, mais très présent, hein, pour Chris Jericho et AJ Styles, donc c'était agréable à voir, agréable à écouter.
j'ai pas noté plus de choses. Maria Menounos qui a interviewé Zack Ryder juste après, on s'en bat les burnes. On a eu le match, alors du coup, je me suis planté, hein, c'était pas un match à 4 contre 3 comme prévu, parce qu'apparemment, je parle du match entre The New Day et League of Nations, hein, pardon. Euh, dans la League of Nations, apparemment, King Barrett s'est blessé, donc du coup, on pouvait pas avoir ce match-là, et c'était même pas pour le titre tag team, ce que je trouve amplement dommage, parce que le match était censé être... le match il a eu lieu à Raw, et donc du coup, ils ont fait un rematch pas pour le titre, à WrestleMania. Ils auraient dû décaler d'une semaine, ça aurait été un petit peu plus logique. Mais bref, c'est fait, on va pas en parler pendant 20 ans. Ce qui était cool, on avait une grande boîte qui faisait de 5 mètres de haut, de 5, 7, 8 mètres de haut, de Booty House, c'est les céréales à l'effigie des New Day. Et en fait, la boîte s'est renversée. Et ils en sont sortis, ils ont fait leur discours de début de match qui était assez rigolo. Et donc voilà, la victoire, elle est arrivée à la League of Nations. Le match, j'ai mis 3 sur 5. Parce que on a eu 2-3 moments sympas. C'est Xavier Woods qui est le plus resté sur le ring, je crois. Kofi Kingston a fait une entrée plutôt cool. Mais je veux dire, c'était pas Tony Truant, c'était pas le meilleur match des New Day. C'était pas le meilleur match des League of Nations, mais bon, en même temps, j'ai pas trop regardé leur performance parce que je me fous de ce groupe. Je trouve qu'il a strictement rien à faire ensemble et que les 4 catcheurs sont bien meilleurs quand ils sont dans leur élément tout seuls, plutôt que les 4 ensemble. Et donc, ils ont vanté leur mérite comme quoi ils étaient la meilleure équipe, qu'ils étaient jamais autant soudés. Et puis là, il y a la musique de Shawn Michaels qui se déclenche, donc il arrive, et qui plus est en tenue de catch. Et juste après, la musique de Mick Foley, donc avec son perso de Cactus Jack. Et pour ajouter à ça, Stone Cold Steve Austin qui arrive. Ils vont sur le ring. Et puis là, passage à tabac avec les gars des League of Nations. Du coup, les New Day remontent sur le ring pour célébrer avec eux. Ils se mettent à danser. Et Shawn Michaels se met à twerker. Mick Foley se met à danser. Stone Cold se met difficilement à remuer des fesses. Et là, paf, stunner sur Xavier Woods. Tout le monde mort de rire. Et c'était très bien. Voilà, ce match, il a duré... Ah oui, alors justement, que je regarde. 10 minutes. Ah oui, et Jay Styles, Chris Jericho, 17 minutes, ce qui était plutôt pas mal. Mais le match Six Man Tag Team 10 minutes, c'est pas plus, enfin voilà, c'est logique. J'aurais presque même mis moins parce que moi je me foutais complètement de ce match. Mais encore une fois, ça ne regarde que moi. Après, on a eu Brock Lesnar contre Dean Ambrose pour rien du tout, pour se mettre sur la gueule dans un no holds barred street fight. Un match qui a duré 13 minutes à peu près. Oui, c'est ça, 13 minutes. Et j'ai trouvé que la stipulation n'a pas été assez exploitée. J'ai mis 3,5 sur 5 à ce match-là, pardon. Parce que voilà, ça n'a pas été exploité. Lesnar a dominé une grosse partie du début du match. On a eu 2-3 objets par-ci par-là, des kendo sticks, des chaises. Et puis, Ambrose a sorti sa tronçonneuse, hein, que lui a offert Terry Funk. Et elle est restée dans ses mains pendant à peu près 5 secondes, on l'a plus jamais revue. La batte de baseball entourée de fil barbelé, exactement pareil. Il n'a même pas réussi à mettre un coup à Lesnar. Je pense que Lesnar a contré à ce moment-là. Il a fait un F5 et c'est sur ça que ça s'est terminé. On a eu 13 German suplex. Enfin, c'était n'importe quoi. Ah si, on avait le coup de l'extincteur qui était assez marrant. Parce que Ambrose a sorti un extincteur pour asperger Lesnar. Voilà, c'était un match plutôt marrant en fait, s'il n'y avait pas le côté baston, parce qu'aujourd'hui maintenant ça devient presque un jeu de compter le nombre de souplesses que sort Brock Lesnar en plein match. Et puis enfin voilà, j'ai pas trouvé ça extrêmement intéressant comme match, ce que je trouve dommage de la part pour un gars comme Dean Ambrose qui est capable de faire des super matchs et qui là pour une fois était dans son élément, ça a pas pu amener à quelque chose de grand quoi. Ce qui était extrêmement dommage encore une fois. De 3,5 sur 5 et puis pas plus que ça et ça oui voilà. Qu'est-ce que je peux rajouter d'autre sur ce match là? Paul Heyman, est-ce qu'on peut... Non, il a pas fait grand chose. Lesnar, toujours en mode imbattable comme jamais.
Puis victoire sur F5, de nombreuses sorties sur Dirty Deeds aussi, mais ça n'a pas suffi bien sûr. Enfin bref, j'ai pas grand chose à dire sur ce match-là. J'étais 3,5 sur 5, même si ça peut paraître une bonne note. Moi j'étais globalement déçu parce que j'avais pas mal d'attentes à ce match-là. Moi ça fait partie des 4 matchs que j'avais vraiment envie de voir, même seulement des 3 matchs, parce qu'en soi le main event je vais pas dire j'en avais rien à foutre, mais je pense qu'il y avait mieux à faire que ce match-là, mais c'est encore une autre histoire. On a eu un retour sur le Hall of Fame de l'année 2016, donc tous tous ceux qui ont été intronisés la veille. Donc si jamais vous voulez savoir qui c'était, vous pouvez aller voir sur Wikipédia. Sinon, il doit y avoir ma vidéo de prédiction dans ce coin-là, par là. Donc je vous laisserai la vérifier si ça vous intéresse. Après, on est passé au titre des femmes, des Women's Championships. Ça, c'était un match que j'attendais avec impatience. On a eu un match qui a duré 16 minutes. C'est la première fois depuis que je regarde la WWE qu'un match de diva dure aussi longtemps. Et encore une fois, et c'est quelque chose qui a été souligné par tout le monde, c'est impressionnant et je suis heureux pour Becky Lynch, pour Sasha Banks et pour Charlotte qui l'année dernière n'était même pas dans le roster principal. Aujourd'hui, avant-hier, elles ont catché aux 2 tiers de WrestleMania. Faut vous dire, c'est un bond en avant énorme, ne serait-ce que pour la division féminine, quoi. Et elles ont envoyé tout ça dans la stratosphère et le match était tip top. Il n'y avait rien à dire. Avant de parler du match, 2-3 petits détails. Becky qui a fait une super entrée, Snoop Dogg qui débarque et qui chante le thème de Sasha Banks avec une chanteuse qui elle chantait absolument faux. C'était rigolo. Donc ça m'a permis de penser, est-ce que le fait qu'il y ait un nouveau titre, une nouvelle ceinture qu'on donne une nouvelle championne, pourquoi pas? J'ai pas pour autant changé d'avis au cours du match, même avant, je me suis dit que Charlotte faisait une très bonne championne. Et bah j'ai eu raison. Malheureusement, en fait, pour ce match, il y a eu trop de petits ratés qui le tâchent, et juste ce qu'il fallait. Mais le match était en soi pratiquement parfait. On a eu extrêmement, on a eu beaucoup de créativité de la part des 3 divas. Il y avait énormément d'idées et il y a eu 2-3 qui n'ont pas pu être complètement aboutis parce que il dû y avoir du stress aussi. Faut penser à ça. Elles sont jeunes, elles n'ont pas encore beaucoup d'expérience, mais elles ont voulu faire du mieux. Et elles l'ont montré. Elles ont tenté des prises que nous n'avions encore jamais vues, ne serait-ce que chez les hommes aussi. Et c'était quelque chose qui était génial. Et j'ai mis 4,5 sur 5 à ce match-là qui était selon moi, pour vous dire, hein, presque le meilleur match de la soirée en termes qualité, en termes fluidité, en storyline, et c'était vraiment tip top. Voilà, alors encore une fois, 4,5 sur 5, c'est un petit peu. J'ai pas forcément le même barème, on va dire, pour les divas que pour un match des hommes. C'est pas du tout misogyne ou ségrégataire ou ce que vous voulez, mais on aura, je pense que c'est plus, c'est comment on a, je vais pas dire qu'il faut avoir moins d'exigence avec les femmes. Je vais pas rentrer dans ce débat-là parce que plus j'en parle, plus je suis en train de me dire que ça mène nulle part. Euh, mais c'est difficile de comparer. Voilà, c'est difficile de comparer sur un même pied le catch masculin et le catch féminin qui sont différents. Euh, Ne serait-ce qu'à cause de niveau d'athlétisme, niveau de la force des personnes. Donc c'est difficile de comparer. Mais même, j'ai quand même mis 4,5 sur 5 et c'était une grosse réussite pour moi. Il aurait même mérité un 5 pour moi. J'aurais presque pu mettre un 5 sur 5 s'il n'y avait pas eu toutes ces petites fautes. C'est vraiment dommage qu'il y ait eu ces petites fautes, mais encore une fois, c'est dû au stress, je pense. Donc, plein de finish par-ci par-là. Et ça s'est terminé avec un figure 8 de Charlotte sur Becky. Sacha voulait rentrer sur le ring pour empêcher Becky d'abandonner, et c'est Ric Flair qui l'a abandonné, qui l'en a empêché. Donc je pense que ça va continuer jusqu'à Payback, qui est le prochain pay-per-view, parce que c'est pas fini et très bien. Moi ça me va très bien. Si on pouvait avoir une division diva qui ne comportait que ces 3 femmes-là, limite on rajoute Paige ou Brie Bella dedans, ça me pose pas de problème. Voilà. Après ça, on a eu ah oui, non, si, avant que j'en parle. Oui, donc grosse performance des 3 divas. Et ce qui était cool, là où la WWE a été sympa, c'est qu'elle a sorti des feux d'artifice au moment de la victoire de Charlotte.
ce qui est pratiquement jamais arrivé pour un match de femmes. Euh, la WWE est en train de redorer son image de diva, elle est en train de lui redonner du peps, elle a envie d'y croire et ça se voit. Ça peut paraître couillon, hein, c'est un feu d'artifice, mais pour vous dire que le seul autre match qui a eu un feu d'artifice à la fin, c'était le match pour le titre WWE poids lourd. Ils les mettent presque au même niveau. Il y a eu des feux d'artifice dans le stade et à l'extérieur. Encore une fois, c'est un détail, mais moi je l'interprète comme ça. Après, à vous de me dire comment vous l'interpréteriez. Après, on a eu le match entre Shane McMahon et l'Undertaker en Hell in a Cell. Alors, j'ai pas du tout pris de notes pour ce match-là. Je voulais me mettre à fond dedans. Shane qui est rentré avec ses 3 gamins, il les a mis dans le public. Et puis l'Undertaker est arrivé juste après. Alors j'ai trouvé malheureusement que ce match manquait un peu de vitesse. Alors on sait que c'est l'Undertaker, qu'il a 51 ans, qu'il a plus l'âge de courir partout. Mais le problème c'est qu'il aurait dû laisser un peu plus le lead à Shane McMahon. Pour moi l'Undertaker a été dominant sur les 3/4 du match, ce que je trouve un peu dommage. Shane n'a pas sorti énormément de prises. Encore une fois, on nous avait vraiment vendu un super produit comme quoi Shane McMahon a été un super combattant et en fait ça on le sait mais c'est pas ce qu'il nous a démontré à WrestleMania. Du coup c'était ma petite part de déception. Par contre ce match là a pris des proportions immenses. Ils sont sortis de la cage, ils sont passés à travers la table des commentateurs espagnols et puis au bout d'un moment l'Undertaker s'est retrouvé KO sur la table des commentateurs anglais, enfin américain. Et là, Shane McMahon, il était couché contre la cage, et puis il a fait quoi? Il est monté tout en haut de la cage, qui fait à peu près, je sais pas, 7-8 mètres de haut. Et puis il a fait quoi? Il était tout là-haut, et là, descendre du coude sur la table. Bon, l'Undertaker s'est retiré à ce moment-là, mais c'était un truc de fou. J'étais là, je me suis dit, mais non, il va pas le faire. Au fond, moi, je savais qu'il allait le faire parce que c'est Shane McMahon. Si vous pouvez voir, allez voir ce qu'il a fait. Shane McMahon, il a sauté d'encore plus haut que ça une fois. Enfin, c'est un barjot. Après ce coup-là, donc il y a eu un peu de temps mort, le temps qu'il se remette et tout. Il a commencé à demander à l'Undertaker de se ramener encore. Et puis l'Undertaker, à la fin du match, il a fait une petite tape en lui disant, tu t'es bien battu, gamin. Tombstone Pile Driver, 1, 2, 3. On a eu qu'un Tombstone Pile Driver, on a eu un Chokeslam, un Last Ride. On n'a pas eu d'Old School. On a eu, ah oui, si putain, j'ai oublié. On a eu un Coast to Coast de la part de Shane McMahon, d'un coin de ring à l'autre, avec une poubelle entre les deux. Enfin, c'était super bien exécuté. J'étais vraiment content de voir cette prise-là en vrai, parce que c'était une prise qui m'impressionnait, ne serait-ce que de la revoir en vidéo. Et là, je l'ai vu en direct, c'était vraiment cool. J'ai mis 4 sur 5 à ce match-là. Parce que il y a eu des moments de dingue. Je peux vous annoncer tout de suite que le saut de Shane McMahon du haut de la cellule de la Hell in a Cell, ce sera déjà le moment oh my god de l'année 2016 au Slammy Awards, ce qui est obligé. Et puis voilà. Donc l'Undertaker sera toujours là l'année prochaine. J'espère que ce sera son dernier match l'année prochaine. Faut arrêter de déconner. Et du coup, Shane McMahon, on verra bien. Je sais pas si on le verra à Raw parce que il est reparti sur civière. Il est même reparti en bagnole de soins ou je sais pas quoi, en bagnole de pharmacie. Je sais pas comment ça s'appelle. Et pas en ambulance. Je suis pas débile non plus. Mais je pense qu'il a quand même pris des sacrés coups et il doit. Je sais pas si on le verra à Raw. Si on le voit, c'est cool, mais faut pas forcément s'attendre à le voir. Là, Andre the Giant Memorial Battle Royale. Alors, elle intervient beaucoup plus tard que ce que je croyais et surtout que là, elle n'était pas au bon moment du tout. Juste après le match de l'Undertaker face à Shane McMahon. À la limite, ils auraient dû la mettre juste avant. Ça aurait été pas mal. Je trouve que ça aurait été une bonne chose. Donc, qui c'est qu'on avait d'autre de Baron Corbin, donc qui est arrivé, mais il l'a dit genre 2-3 jours avant qu'il serait à la Battle Royale.
DDP, Diamond Dallas Page, Shaquille O'Neal qui s'est même pointé à la fin pour faire face à face avec Big Joe. On avait Tatanka aussi qui était là. Donc tout le monde s'est fait. Je crois que Shaquille O'Neal et Big Show se sont fait éliminer en premier. Après, il y a eu tous les jobbers, donc les Jack Swagger, les Ascension. Qui c'est qu'il y a d'autres, Goldust et R-Truth se sont fait éliminer aussi assez rapidement. Fandango et Damien Sandow ont été les premiers à se faire dégager. Et puis les Social Outcasts ont resté un petit peu sur le ring mais se sont fait dégager. Et ça s'est terminé avec Kane sur le ring qui a débarrassé à peu près tous les Social Outcasts. Et puis c'est Baron Corbin qui est arrivé par derrière et qui a éliminé Kane. Et donc Baron Corbin, donc je le connais de nom. Pour être tout à fait franc avec vous, je ne me suis pas vraiment renseigné. J'ai dû voir peut-être un match de lui, donc je peux pas énormément vous dire ce que je pense de Baron Corbin, mais bon. Ça marque son entrée dans le roster principal, parce qu'avec une victoire comme ça, il va pas simplement retourner à NXT. Alors, on peut pas non plus juger sa performance parce que c'est un Battle Royale, donc on sort pas forcément des finishers ou des prises ultra techniques, de la troisième corde ou des trucs comme ça, parce que le but c'est d'éliminer son adversaire. Et donc c'est difficile de juger sa performance à lui. La Battle Royale a duré moins de 10 minutes, un tout petit peu moins. Ça tombe bien parce que c'était pas besoin de faire plus longtemps. J'ai mis 2,5 sur 5 parce que je n'ai rien contre Baron Corbin, mais je pense qu'il y avait... encore une fois, je trouve que c'est... voilà, je l'ai dit tout à l'heure, mais je le redis, ce match aurait dû être plus tôt dans le show pour que le public soit vraiment dedans. Là, les gens se remettaient tout juste de Shane McMahon qui avait fait un saut de 10 mètres pour atterrir sur l'Undertaker. Donc du coup c'était un petit peu froid dans le public, c'était compliqué de remettre tout le monde d'aplomb. Et puis voilà, bon, victoire de Baron Corbin c'est une bonne chose, c'est-à-dire pourquoi pas. On verra ce qu'il aura à dire à... Oh la vache putain on voit que dalle. On verra ce qu'il aura à dire à Raw donc ce soir et je verrai ça demain matin, bref voilà. Et puis c'est tout. Alors après... on a une pub qui nous dit que WrestleMania 33 aura lieu le 2 avril, donc dans exactement 363 jours à Orlando, en Floride. Et puis on a les Dallas Cowboys Pom Pom Girls qui arrivent et qui font leur chanson, machin. Donc je m'en bats les couilles. Et puis là, pouf, le Rock qui débarque. Avec un lance-flamme et puis il enflamme des lettres rock et tout, donc c'était marrant. Il monte sur le ring, il annonce que ce soir le record a été battu pour le nombre d'entrées, le nombre de personnes dans un stade pour WrestleMania. Donc on avait exactement 101 763 personnes dans le stade. Record qui n'avait pas été battu depuis 30 ans. Parce que c'était 93 000 personnes à Pontiac à WrestleMania 3. Donc voilà. Et puis c'est Bray Wyatt qui arrive en disant qu'il a choisi le Rock et qu'il va le taper. Et puis ça se chemine que finalement le Rock enlève son t-shirt, il déchire son futal et là hop il est en tenue de catch et puis il décide de démarrer un match. Alors on s'attend à voir Bray Wyatt contre le Rock et finalement c'est Eric Rowan qui est rentré sur le ring. Le match a démarré, Rock Bottom, terminé, 6 secondes. Donc je crois que c'est le match le plus court de l'histoire de WrestleMania si je dis pas de conneries. Et donc les Wyatt montent sur le ring pour sur le côté du ring pour encercler le Rock et puis là John Cena de retour de blessure qui arrive pour faire un coup de main au Rock et puis il débarrasse le ring et puis c'est la fête et puis voilà, il fait Knuckle Shuffle, Attitude Adjustment, Rock Bottom, The People's Elbow, voilà la totale et puis c'est la fête et c'est tout. Alors, c'est peut-être juste annonciateur, j'espère, parce que je trouverais ça extrêmement dommage que Bray Wyatt décide de jeter son dévolu sur le Rock, si c'est juste pour lui envoyer Eric Rowan pendant 6 secondes à WrestleMania. J'espère qu'il y aura quelque chose à Payback ou autre chose. Donc voilà, je peux pas vous donner d'avis, j'ai pas mis de note parce que ça a compté, c'était vraiment un match. Du coup, il y a eu 12 matchs à WrestleMania. Mais je peux pas donner de note à ce match-là parce que c'est un rock bottom, ce serait comme de ne juger qu'une prise. Donc, ça, à la limite, vu qu'il l'a bien fait, je pourrais mettre
3,66 sur... ouais, je mettrai pas de note. Et puis on a terminé avec le main event entre Triple H et Roman Reigns pour le titre WWE poids lourd. Triple H a fait une entrée super, comme d'habitude, même si c'est vrai que Terminator l'année dernière, j'étais pas vraiment pour. Là, il y a même Stephanie McMahon qui a fait un espèce de discours style tragique, antiquité, machin, tout ça. C'est très réducteur ce que je dis, ça montre pas un petit peu la coolitude de ce que c'était. Et puis donc Triple H qui arrive, entouré de soldats romains, et puis voilà. Roman Reigns qui est rentré, qui se fait huer, et puis il met un coup de poing donc sur la scène d'entrée, puis là il y a des feux d'artifice qui sortent, bon avec 3 secondes de retard, mais qui sortent quand même. Et puis le match a commencé, et là j'ai pas pris de notes, et le match je l'ai regardé, j'étais encore dessus à peu près 1 heure. Il était pas mal. Non, je dis des conneries. Il était pas cool. Il était pas bien. Il était pas bien ce main event. Il était pas bien. Lent et ennuyeux parce que mon Triple H a dominé tout le début du match. Mais le problème, c'est que ça prenait vraiment trop de temps. Et ça n'a pas explosé, ça n'a pas éclaté, ça s'est pas animé, c'était lent. En plus de ça, les gens s'en foutaient un peu parce que Roman Reigns ne fait pas du tout l'unanimité. Triple H, c'était moitié-moitié. Mais les gens, ils étaient plus à soutenir Triple H que Roman Reigns, ce qui était... voilà quoi. Triple H, donc, il a dominé une grosse partie du match. Il a sorti pas mal de prises et en fait au final Roman Reigns n'a sorti que ses prises habituelles, donc 2-3 coups de la corde à linge, un Samoan Drop, des Superman Punch, des Spears, son espèce de coup de pied où il court sur le tablier du ring pour mettre un coup de pied dans la tête à son adversaire. Il nous a sorti peut-être 5-6 coups différents sur tout le match. Et en fait, je me rends compte que c'est pratiquement ça à chaque pay-per-view. Roman Reigns a un set move qui presque qui se réduit avec le temps. Et je trouve ça extrêmement dommage. Qu'est-ce que j'ai mis comme note? J'ai même pas mis de note. Et vu que c'est le match dont je me rappelle le mieux, je crois que je vais mettre 2,5 sur 5, quelque chose comme ça. C'est un main event de WrestleMania et c'était ennuyeux, c'était chiant. Roman Reigns a gagné. Du coup, oui, c'est un peu brutal annoncé comme ça. Triple H qui, au d'un moment, était sur le ring tout groggy. Stephanie McMahon qui était énervée après l'arbitre parce qu'il lui avait tourné le dos. Il faut pas tourner le dos à Stephanie McMahon. Et donc du coup elle est rentrée sur le ring, elle a commencé à gueuler. Et Roman Reigns arrive pour porter un spear à Triple H. Il s'enlève, c'est Stephanie qui se le prend. Donc du coup par terre, elle sort du ring à moitié décédée. Et donc le match suit son cours. Et puis d'un moment elle sort le sledgehammer, elle le passe à Triple H. Qui passe pour aller foutre un coup à Rowan, il sort une esquive, puis 2, puis 3, spear, 1, 2, 3, terminé. La célébration de Roman Reigns n'était pas si mouvante que ça, en plus. Je vais pas dire que c'était mérité, mais en même temps c'était logique, parce qu'on n'a pas eu beaucoup de changements de titre ce soir-là. On a eu que le titre intercontinental. Puis c'était pas un match à 1 contre 1 quoi. Il y avait beaucoup plus de chances d'avoir un changement de titre, donc voilà. Donc je suis pas spécialement content de ce main event. J'aurais aimé en voir un peu plus. Je sais que ça vendait pas du rêve en même temps que ma fiche. J'espère que ça se rattrapera pour WrestleMania 33. Donc voilà, j'ai fait le tour pour WrestleMania 32. C'était un bon show. Est-ce que j'ai préféré celui de l'année dernière? C'est kiff-kiff en fait, hein, c'est kiff-kiff. L'année dernière, c'est vrai qu'il y avait... Alors, je l'ai beaucoup dit, mais il y avait ce côté qui... c'était en stade extérieur et du coup, en fait, il avait fait jour pendant pratiquement tout le show, ce qui peut vraiment diminuer le côté ambiance pesante. Et là, on avait ça cette année, par contre, c'était cool. En fait, je pense qu'il y a des bouts qui étaient bien dans l'un et des bouts dans l'autre, hein, entre WrestleMania 31 et le 32. Pour moi, le gros point positif de celui de cette année, c'était le match de Diva, le match avec l'Undertaker et Shane McMahon, qui était vraiment cool.
Et donc voilà, j'ai terminé avec cette vidéo. Dites-moi aussi ce que vous avez pensé du show. N'hésitez pas à commenter, à m'envoyer message sur Facebook. Vous allez pouvoir trouver la page, c'est Sam Red Shoes. C'est écrit exactement comme dans mon nom en bas. Non, c'est là, enfin je sais plus. Donc voilà, je vous laisse avec ma chanson du moment. C'était une chanson qui a été jouée pas mal de fois hier soir. Ça s'appelle Hail to the King. C'est Avenged Sevenfold qui la joue. Et je vous dis à très vite pour ma vidéo de Raw que je vais regarder ce soir. Moi je vais aller me coucher. Je vais d'abord monter la vidéo et je vais me coucher. Je vous souhaite une bonne soirée et puis à tout bientôt. C'était Sam Red Shoes en direct de son canapé et à plus les amis. Ciao ciao.